Une des choses les plus fascinantes pour un chercheur en philosophie, dans l'intimité la plus profonde d'une question, c'est cette espèce d'intuition qui nous dit que quoi que l'on trouve, c'est impossible que ce que l'on trouve soit la vérité en soi. Et je donne un exemple que tout le monde connaît, un simple verre. Ça a l'air de rien, mais il est à moitié plein ou à moitié vide? À moitié plein ou à moitié vide? Ah, c'est intéressant. Admettons que je suis profondément déprimé, je viens de me lever et je m'en vais voir mes actifs à la bourse, puis j'ai perdu la moitié de ce que j'avais. Je vis un deuil. Si je suis dépressif, je vis un deuil. Par contre, si je suis bien de bonne humeur, je dis ouf, il m'en reste la moitié. C'est quand même quelque chose. Mais admettons que ça fait une semaine que je suis sur le deuil de ce que j'ai perdu, puis que j'arrive pas à voir ce que j'ai conservé. C'est quoi le mécanisme qui va me permettre de basculer du moitié vide au moitié plein? Ah, ça c'est une belle question. Ça fait plusieurs années que je travaille là-dessus. Par exemple, je suis vagabonde, il pleut, j'ai les ampoules aux pieds, j'ai faim. Puis à un moment donné, je me retrouve devant un restaurant, j'ai le choix. Soit que j'ai la réaction à moitié plein, ça sent bon. Ça sent bon, je suis chanceux, je me nourris de ce que je sens, même si je n'ai pas d'argent pour l'avoir. Ou encore, ce que je sens m'indique que j'aimerais bien ça, manger ce que je sens. Mais qu'est-ce qui fait que je vais avoir un état à moitié plein ou à moitié vide? Et j'ai commencé à me rendre compte que la mémoire qui est en fait un outil de la condition humaine universelle, hein? Je sais pas, moi, si je suis un homme des cavernes, puis il pleut dehors, et que j'entends un bruit, je suis bien content d'être à l'abri, parce qu'il y a un dinosaure qui va peut-être me manger, tu sais. Mais en même temps, la mémoire a cette particularité que tu peux en utiliser une certaine partie que j'appelle des tâches de mémoire. Ah, ça, c'est fantastique. Une tâche de mémoire, pour moi, selon ce que je réalise, c'est ce qui permet le point de bascule entre la moitié plein et la moitié vide. Ah, dans mon cas personnel, je me dis, quelle est la tâche de mémoire que j'utilise et qui, automatiquement, les matins où je me lève avec la sensation que c'est à moitié vide, pour toutes sortes de raisons, j'ai fait un cauchemar, ça va moins bien au niveau de la santé, quelle est ma tâche de mémoire à moi qui me rend heureux? Et je me rends compte que celle qui revient la plus souvent, c'est trois penseurs. Duchamp, Cézanne et D.H. Thoreau, le philosophe. Alors, qu'est-ce qui unit ces trois penseurs-là dans la même tâche de mémoire? Ah, c'est intéressant. Alors, mettons que je pense à mon ami Cézanne. Ben, Cézanne, il a 19 ans, puis il dit à son chum Zola, qui a 19 ans, « Je suis le plus grand peintre du 19e siècle. » Ah, il n'y a pas peint de peinture encore. Et son chum Zola, il dit « Je suis le plus grand écrivain du 19e siècle. » Il n'a pas fait un roman encore. Et pourtant, la trajectoire des deux sont un peu différentes, mais par exemple parallèles. Pourquoi je ne m'identifie pas à Zola, puis que je m'identifie à Cézanne? Parce que ma tâche de mémoire est faite de « Je suis le plus grand de », et qu'importe ce que les autres pensent, les autres sont en retard. Ça, c'est Cézanne. Alors que Zola va se battre toute sa vie pour une reconnaissance sociale au fur et à mesure de son existence, qui est un autre cas. Mais c'est tellement vrai que,
après plusieurs années où Cézanne est complètement isolé dans ses recherches de peinture pour voir à travers la réalité de ce qu'il peint des figures géométriques, c'était ça sa recherche. Zola écrit un livre dans lequel il raconte l'histoire d'un peintre raté et il peint son ami Cézanne. Et Cézanne et la rupture entre les deux est inévitable, ils ne se reparleront jamais. Parce qu'en lisant le livre de Zola, Cézanne se rend compte que Zola le peint comme un peintre raté. Alors que Cézanne dit, ben non, je suis peut-être un peintre raté à tes yeux, mais dans mon cas, moi, qu'importe ce que les autres pensent, je suis. Non pas je serai, je suis, j'ai toujours été. Les autres sont en retard. C'est tellement vrai que lorsqu'arrive l'exposition Cézanne à Paris, au début du 20e siècle, Cézanne dit, j'y vais pas. Ils sont en retard. Ils viennent de me reconnaître. Moi, ça va m'empêcher de peindre. J'aime cette espèce d'immense indépendance de l'esprit. Ça, c'est une partie de ma tâche. Mais pour que cette tâche de mémoire-là puisse avoir un effet sur le verre à moitié plein, je l'associe à un autre penseur, euh, qui est Duchamp. Alors, Duchamp, c'est assez fantastique. Duchamp, à un moment donné, arrive à New York et a fait une peinture qui arrive à l'Art Murray Show, qui devient la grande vedette de l'Art Murray Show. Et un marchand d'art qui est fils de peintre à New York dit, j'achète toutes tes œuvres. Tout ce que tu vas faire, tu n'auras plus besoin de manger, de peindre pour manger. Et il lui dit, non, je ne suis pas comme Picasso, je ne suis pas un ouvrier de l'art. Moi, ça va me prendre 3 œuvres, puis je vais changer l'histoire de l'art. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il cultive de la poussière, avec Man Ray qui prend des photos. Eh bien, tout le monde connaît l'histoire, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Il change l'histoire de l'art par des ready-made. C'est un tout petit détail dans l'histoire de l'humanité. Mais son chemin, c'est exactement le même chemin que Cézanne. Sa tâche de mémoire à lui le suit toute sa vie. Et à la fin de sa vie, et finalement, il devient le peintre qui a le plus influencé l'histoire de la peinture après sa mort. Et il le savait très jeune. D.H. Thoreau, le grand philosophe, c'est la troisième partie de ma tâche de mémoire, hein, qui, à un moment donné, s'est dit, moi, je veux faire de ma vie une philosophie, de la philosophie ma vie. Et toute l'histoire de D.H. Thoreau, c'est de trouver un juste équilibre dans ce parfum d'un vécu à travers quelque chose de très, 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 très simple. C'est lui qui va inventer en allant en prison, qui va écrire un tout petit livre qui s'appelle La désobéissance civile, qu'il va publier d'ailleurs avec une machine imprimée à main, mais qui après sa mort va être lu dans les prisons par Mandela, Gandhi, puis Martin Luther King va devenir le livre de chevet. Alors, chaque être humain, il y en a que ça va être leur famille, il y en a que ça va être autre chose, chaque être humain possède une tâche de mémoire. Une tâche de mémoire, ça dit ce à quoi arrive à un moment précis, il va faire la bascule entre le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Mais chez moi, ça a eu une résultante encore plus pertinente. C'est-à-dire que je suis rapidement passé du verre à moitié vide au verre à moitié plein à un verre plein de vide. Qu'est-ce qu'un verre plein de vide? Plein de vide, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de moitié. C'est-à-dire que la réalité, telle que les autres humains la vivent, t'es très heureux pour eux autres. Hein? Tu rencontres des gens qui vivent... La plupart des gens ont un cycle qui est tout à fait humain, c'est-à-dire que tu as un métier, tu gagnes, tu achètes une maison, des meubles, tu élèves ta famille, tes enfants arrivent, tes grands-parents, puis tu meurs. C'est correct. Sauf que, moi, mes tâches de mémoire, ce que ça a créé, c'est que tout ce qui se vit à l'extérieur de mon verre, je ne l'ai pas vu. Mon verre a été plein de vide. C'est-à-dire que le vide est devenu fascinant. Alors, mettons que je vagabondais et que je marchais. Ça n'avait aucune importance où j'étais, d'où je venais, où je m'en allais. Je suivais des lignes. Je marchais toujours sur la route et non pas sur les pistes cyclables parce que j'étais absent, mais au moins je voyais les petites barres sur la route. Les petites barres qui avançaient. Et je me suis retrouvé souvent dans des situations abrutissantes ou ahurrissantes. Je ne l'ai pas vu. Par exemple,
Je suis dans le parc de Chicoutimi, il pleut, et là, je couche autour d'un bol de toilette dans la toilette des femmes, la nuit, dans le parc. Je barre la porte à l'intérieur, je me couche puis je dors. Et en plein milieu de la nuit, il y a une transaction de drogue avec des walkie-talkies puis des fusils. Hey, ça fait du bruit, la peur pogne tout le monde. Grosse, grosse transaction de drogue. Et là, on force après ma porte de cabine pour pouvoir rentrer. Eh, ben moi, comme je suis dans ma philosophie, je décide que je dors autour de mon bol de toilette. Quand même, ouvrir la porte, ça ne changera pas grand-chose. Eh, c'est ce qui m'a probablement sauvé. Quand je suis à l'armée de Toronto, à l'armée du salut, à l'armée, c'est beaucoup dire, mais à l'armée du salut de Toronto, et que je suis dans une chambre, on est 5, je suis en haut, puis on m'appelle Santa Claus, parce que je bafouille à peu près l'anglais à ce moment-là. Mais il se vend du crack, il se vend, puis il se consomme du crack dans la chambre toute la nuit. Puis comme moi, j'en consomme pas parce que j'ai un petit nez, puis ça m'intéresse pas des choses qui rentrent dans mon nez. Puis de toute façon, sur mon lit, je dors mon verre plein, de vide, de plein de vide. Je réalise pas que ma vie est toujours en danger parce qu'on pense que je suis un agent double. Alors, ce qui est intéressant du philosophe, c'est parce que lui a accès, de par son métier, au verre plein de vide, c'est-à-dire que tout ce qu'il voit, c'est ses recherches sur des sujets qui intéressent personne et dont les résultats n'intéressent personne. À part peut-être un autre fou qui, lui ici, avait un verre et se demandait qu'est-ce qu'il y avait dedans quand il n'y a rien. Puis ça, ben, il y a un gars qui a trouvé une piste. Je suis intéressé. Le philosophe travaille toujours pour une personne. C'est-à-dire celui qui va être content de rencontrer cette personne-là par l'œuvre. Mais par contre, les philosophes, ils s'intéressent à l'être humain qui, lui, en général, est pris avec le problème du verre à moitié plein, à moitié vide. Le nombre de dépressions nerveuses, de problèmes de bipolarité, des problèmes d'angoisse, de stress, des problèmes où l'histoire a plus d'importance que si tu veux, les fondements philosophiques d'une histoire. Ben lui, il est pogné avec le problème du verre à moitié plein, à moitié vide. La plupart du temps, les humains que j'ai connus, parce que malgré mon verre plein de vide, j'ai rencontré des humains, et j'ai toujours été étonné à quel point, pour la plupart des humains, c'est dramatique. La peur de la vie, la peur de la mort, par exemple. La peur de la mort, c'est se centrer sur ce qui n'est pas rempli. Et la peur de perdre ce que peut. Je prends quelqu'un qui possède plusieurs millions de dollars, par exemple, mais il ne peut pas l'emporter dans la mort. C'est un problème, ça. Fait que c'est la partie à moitié vide. Donc, tout ça pour vous dire qu'au bout de la ligne, le philosophe, c'est celui qui passe du verre plein de vide à essayer de comprendre la condition humaine de tout humain. Donc, l'idée d'un philosophe, c'est d'arriver à un moment donné à ce que les deux puissent créer œuvre. Voilà.